Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, /Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Sous le bandeau, émission numéro 93 et on est de retour ce mois-ci en fait avec un sujet, c'est particulier parce qu'habituellement les sujets, ce genre de sujet-là, on va peut-être en parler durant une nouvelle, mais là j'ai l'impression que ça a pris une ampleur tellement immense que je me suis dit pourquoi pas faire une émission avec mes deux bons amis en fait, pour parler de ce sujet-là. Donc, on va parler aujourd'hui de l'affaire Athanor. C'est un sujet qu'on a déjà parlé dans le passé, moi puis notre frère Franck, parce que je crois, Franck, tu avais déjà sorti un article sur 450.fm. Donc, on va pouvoir vraiment parler un petit peu plus en détail. Là, j'ai vu plein de gens un peu partout sur la sphère Internet le commenter, autant les conspirationnistes, autant le franc-maçon. Nous, on n'est pas franc-maçon, mais il y en a un qui s'appelle le franc-maçon, qui est quand même assez informé, donc a fait des commentaires. Donc, on voit vraiment d'un peu partout sur la sphère Internet, en fait, des gens qui portent des commentaires, qui donnent leur opinion, en fait, sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler aujourd'hui puis d'avoir deux experts, justement, avec nous. Donc, mon frère Franck, mon frère Lionel, bienvenue encore une fois bienvenue Franck encore une fois dans l'émission. Bienvenue Lionel, toi, c'est ta première fois avec nous. Oui, bienvenue. Ça, c'est bien. Oui, écoute, ça fait vraiment un grand plaisir parce qu'on se voit souvent. On se voit au moins peut-être une fois par année quand je suis à Paris. On participe en gros dans des salons maçonniques français et tout ça. Mais de t'accueillir avec nous dans l'émission, je suis très heureux de pouvoir avoir enfin cette opportunité-là avec toi. Franck, toi, tout le monde te connaît ici au Québec. Tu es quasiment un Québécois, littéralement. Tu as vécu ici, tu contribues tellement pour la plateforme, en fait, pour la plateforme maçonnique. Tu as plein de nouveaux projets. J'en profite dès le départ de l'émission parce que c'est sûr que, comme je disais précédemment, tu en as parlé sur ta plateforme, sur 450.fm. Je crois qu'il y a eu un article aussi la semaine dernière sur le sujet, qui a été une accumulation. Je pense que vous avez regroupé toutes les informations à gauche et à droite. Comment ça se passe, 450.fm, présentement, Franck? 450, très très bien. On a fait justement un article pour expliquer le fonctionnement et de s'en servir comme on le fait avec une encyclopédie, ce qui ne veut pas dire que nous sommes encore une encyclopédie, il va falloir attendre un peu, mais de l'utiliser comme tel, c'est-à-dire que on a une petite loupe de recherche et puis tu mets des mots-clés et puis tu vas chercher comme on le fait dans un moteur de recherche, quoi. Et il y a 10 000 articles dedans et surtout dans 5 jours, 6 jours, une semaine, oui, même pas une semaine, dans 5 jours, on va fêter nos 5 ans, les 5 bougies. Oh oui. Ah ouais, 5 bougies, et dans quelques semaines, là, on fêtera notre 10 millième article. Donc, ça, c'est plutôt bien. Quant à l'affaire Athanor, c'est pas l'affaire Athanor. Le problème, c'est que l'affaire Athanor, elle est sortie il y a 5 ans déjà. On en parlait. C'est une affaire qui va avoir 5 ans dans 5 mois. Et elle ressort dans la presse. Donc en fait, c'est comme d'habitude, le monde n'est pas dangereux à l'extérieur, le monde est dangereux dans les journaux et à la télé. C'est la télé qui fait ça. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de ce qu'on a sorti hier, d'ailleurs sur 450, effectivement, Lionel va en parler, je vais le laisser, c'est lui le papa de ce merveilleux article et de cette revue de presse, puisqu'il c'est notre chroniqueur judiciaire, littéraire et plein d'autres. Donc, en fait, Lionel, c'est l'homme orchestre. C'est-à-dire, il joue de plein d'instruments. Donc, il va pouvoir en parler parce qu'il suit l'affaire d'encore plus près que moi et il connaît, je vais pas dire qu'il connaît les meurtriers, non, il connaît pas non plus les victimes, mais il connaît plutôt bien l'affaire, il la suit très très près, voilà.
Fantastique, fantastique. Et donc, mais sinon, côté 450, ça va quand même bien. J'ai entendu dire, bon, il y a des gens peut-être... Il y a des gens qui t'aiment beaucoup. Hein? Moi, j'ai vu des articles de toi avec des photos faites avec l'intelligence artificielle. Je trouvais que tu étais plus beau dans ces photos-là. Ils t'ont rajeuni, je trouve. Tu trouves pas, toi? Comment t'en penses? Là? Ce que j'en pense, c'est qu'il y avait un franc-maçon qui est mort depuis très longtemps, le siècle d'avant, ou même avant le dernier. Il s'appelait Oscar Wilde, et Oscar Wilde a dit: s'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est d'être quelqu'un dont on ne parle pas. Donc moi, je n'ai pas ce problème-là parce que je suis quelqu'un dont on parle, on me fait des caricatures, et je le répète toujours quand on vient s'attaquer personnellement à moi. Si demain matin il y avait le tramway, le train, un avion qui me passait dessus et que je n'existais plus, le journal continuerait à exister. Il faudrait qu'il trouve un autre bouc émissaire. Le problème, c'est pas Franck Foucret, c'est moi qui ai eu l'idée, qui est initiée et qui est financée au départ. Là, mes livres continueront à financer le journal après. Et puis si c'est plus mes livres, c'est autre chose. Mais le journal, il répondait à un besoin. Il donne de l'information. Tu peux te torcher avec un journal, tu peux le brûler, tu fais ce que tu veux, mais l'information qui est dedans, la seule question, c'est est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Et nous, toutes les informations qu'on met, il arrive parfois qu'on fasse des erreurs. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. On a un de nos chroniqueurs, il n'y a pas très longtemps, qui a rapporté que Chuck Norris était probablement et même très certainement franc-maçon de la Grande Loge du Texas, je crois. Oui, c'est ça, il me semble que c'est du Texas. Et puis, il s'est avéré que, en fait, on a eu un démenti après et on a reçu, parce que nous, on a demandé directement à la Grande Loge du Texas, mais qui était débordée de messages. La terre entière leur a demandé si c'était vrai. Et puis, on a dans l'article remis à jour, on n'a pas changé le titre. Un article, c'est un article. Donc nous, on l'a fait évoluer avec tous les rebondissements et on fait évoluer en fait l'article. Et ce qui fait que nos lecteurs peuvent lire que quand on met quelque chose qui n'est pas vrai, on fait évoluer l'article au fur et à mesure. Tout comme tu regardes un reportage sur, je sais pas si TQS et TVA existent toujours au Québec. TVA, oui, pas TQS. Je te l'ai déjà dit, ça s'appelle Nouveau. N-O-O-V-O. Bon, alors Nouveau. Alors si tu regardes sur Nouveau une information et que tu l'enregistres, en fait les journalistes vont te dire on a un rebondissement. Il s'avère que Chuck Norris n'était pas maçon et puis on a mis à jour. Voilà. Donc on fait ça pour tous les articles, c'est la même chose. Alors maintenant nos lecteurs, eux, ils sont 262 000 au dernier recensement. C'est ce qu'on a mis 262 000 depuis le début de l'année, des personnes différentes. On a fait 2,5 millions de pages différentes, des 2,5 millions de pages vues depuis le 1er janvier. Donc, on est évidemment le numéro 1 incontestable. On répond tout simplement à une demande, à un besoin. Ça veut dire que il y a besoin d'informations maçonniques. On fait notre boulot. On est une quarantaine aujourd'hui à travailler pour le journal. Certains m'accusent de tout faire tout seul. Qu'est-ce que j'aime cette accusation. J'adore. Ils imaginent pas, parce qu'en plus, je n'ai pas qu'un journal, je m'occupe de 2 journaux dans ma vie profane en dehors. Donc, je n'ai pas que ce journal-là. Et puis, j'ai d'autres activités à côté. Donc, gérer 5 articles par jour, c'est-à-dire 10 000 depuis 5 ans, c'est humainement impossible de gérer. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes derrière, et évidemment, on est tous ensemble. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est toujours le chef de file qu'on veut. C'est celui qui est devant avec l'étendard. C'est lui le coupable. Donc, c'est moi le coupable d'avoir fait un bon journal que les lecteurs et les auditeurs en ce moment peuvent apprécier. Et ça me fait très plaisir. Et vraiment, je rends grâce et je remercie à tous les collaborateurs du journal. Et il y en a un qui est à l'écran à côté de moi en ce moment, Lionel. Heureusement qu'il est là aussi. Il fait partie de cette équipe et il n'est pas des moindres. Voilà. C'est à eux que je dois tout ça. Et c'est à eux que les lecteurs doivent ça. Voilà. Moi, je suis l'initiateur. Je vais... tu sais, ta situation, elle est quand même particulière. Puis des fois, j'ai l'impression que moi aussi, je vis un peu ce que tu vis, mais d'une façon différente, tu sais. Et donc, moi, tu sais, parce que autant, tu sais, des personnalités comme nous trois, puis c'est pas pour se vanter, mais tu sais, on a quand même une présence publique, c'est-à-dire que les gens vont nous aimer pour qu'est-ce qu'on fait, ou ils risquent de moins aimer, tu sais, ça va créer des réactions. Puis tu sais, moi, de mon côté, ce que je vis, c'est que, tu sais, même je vais me rendre compte que des gens
qui sont proches, qui vont vouloir, qui disent devant tout le monde, « Ah, c'est bien ce que tu fais », mais en arrière-plan, ça parle contre moi, tu sais. Et à un moment donné, j'ai fait une publication cette semaine sans nécessairement révéler le nom de ces personnes-là, tu sais. Mais j'ai un auditeur qui m'a envoyé m'a envoyé une citation, en fait, que je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, si l'IA ou peu importe, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que ça pourrait aussi t'appliquer. Fait que je vais le lire, OK? Il dit « Plus que ta lumière brillera, plus l'ombre de leurs défauts sera obscure. Plus que tu as des statuts, plus que ta réussite reflètera leurs paresses et leurs échecs. » Puis après ça, il dit « Continue. » Il dit « De toute façon, les aigles ne volent pas avec les pigeons. » Donc, notre lumière, on va continuer à faire grandir notre fameuse lumière. Puis eux, si ça crée un petit peu plus d'ombre, c'est peut-être juste du travail de leur côté qu'ils doivent faire. Mais en tant que tel, on ne fait pas ça pour nous, comme tu l'as dit, tu fais ça pour le futur, pour le monde. Quand toi, tu vas être parti, quand moi, je vais être parti, ce qui reste, c'est qu'est-ce que les gens vont pouvoir reprendre puis continuer, reprendre cette pierre-là puis continuer par après, tu sais. Donc, c'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit, c'est tout simplement une question d'aller porter cette pierre-là un peu plus loin puis de montrer un peu, tu sais, de faire contribuer de montrer notre maçonnerie puis de faire notre contribution dans ce grand temple-là, tu sais. Mais j'ai l'impression des fois que, justement, toi puis moi, on est des personnes qui sont un peu extravertis, hein? Je pense qu'on est capable on peut parler devant des foules et tout ça, on n'a pas peur de personne, ça va bien, on est confortable, on maîtrise nos sujets. Des fois, ça peut irriter certaines personnes puis ils peuvent se sentir froissés, mais à partir de ce moment-là, c'est pas à nous de gérer ça, tu sais. J'utilise souvent ces citations-là, mais tu sais, ça revient un peu avec Marc Aurèle, tu sais. Les seules choses que tu peux contrôler, c'est toi, tu sais, gère-toi toi-même. Donc, si ma réaction te fait générer quelque chose à l'intérieur de toi, travaille sur toi-même, puis ça revient au travail maçonnique, tu sais. Travaille sur toi-même, puis après ça, tu pourras comprendre l'univers, tu sais. Fait que ça m'a fait un peu penser à ça, puis je tenais quand même à parler de ça en début d'émission, parce que je vois ça aller, ça me fait réfléchir aussi de mon côté, de qu'est-ce qui se passe dans mon coin de vie, tu sais. Puis, ouais, ça m'a fait un peu sourire d'un certain sens. Je me suis dit, il faut que je te pose la question absolument. Puis, tu n'étais pas préparé à ça, là, tu sais, là, on n'avait pas parlé avant, là, mais je voulais vraiment voir avec toi comment tu te sentais là-dedans parce que moi, ça m'a fait travailler aussi parce que ça m'a fait vivre des choses que je vis présentement. Tu sais, ça m'a fait réaliser certaines choses. Donc, merci quand même pour ton partage là-dessus. Hier midi, je déjeunais avec un grand maître d'une grande obédience française. Et pas moi, là. J'ai dit française, c'est pour ça. Et donc, on était à table en train d'échanger tous les deux. Et il m'a dit, tu vois, un jour, il y a eu deux... Et ça lui a fait mal. Et c'est pour ça qu'il m'a posé la même question que toi. Il m'a dit, comment tu vis ça? Parce qu'il m'a dit, un jour, il y a eu deux personnes qui étaient à l'écran. Et les deux étaient en train de le critiquer lui et le critiquer sur son nom de famille. Et cet enregistrement a été entendu par son père. Et son père lui a dit, mais pourquoi il t'attaque sur ton nom? Mais en fait, c'est ce qu'on fait à l'école, c'est ce que font les enfants. Et les enfants font la même chose, ils vont prendre ton nom, le transformer, c'est une façon pour eux de marquer leur intérêt pour toi. Et la pire chose, en fait, c'est d'être ignoré. C'est pas d'être en avant. Alors, il est évident que mieux vaut avoir des gens sous ta fenêtre en train de t'acclamer et à dire Franco, que de dire salaud. Franco et salaud, ça rime. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je veux pas que vous le dites, là. Hein. Je vous dis comme ça, c'est une blague. Hein. Non. Et puis les adeptes de Franco, on peut pas dire que c'est des franquistes parce que ça a déjà été pris et c'est pas terrible. Donc ça, j'ai compris. Mais quand ça n'a pas été pris par quelqu'un qui a fait une bonne pub avant toi et il est pas de ta famille. C'est bon de préciser ça. Donc, c'est ça, merci. Voilà. Donc moi, j'ai pris juste Franck, ça suffit. Mais si tu veux, je vis ça plutôt bien parce qu'en contrepartie, je sens vraiment qu'avec le journal, on a tous ensemble un pouvoir. On a un pouvoir, mais moi, j'ai en plus la responsabilité.
C'est que quand on va au tribunal, ce qui arrive de temps en temps, eh bien, c'est moi qui vais représenter, qui vais me présenter devant le juge, et puis qui vais défendre les intérêts du journal. C'est normal. Quand tu as une voiture, à un moment ou à un autre, il y a un accident, c'est toi qui vas aller en cour, hein, comme on dit au Québec, et qui va te présenter devant le juge pour dire, monsieur le juge, c'est moi qui étais au volant quand il y a eu l'accident. Là, c'est la même chose. Eh bien, le fait d'avoir ça, c'est merveilleux quelque part, parce qu'un jour, mes cheveux tout blancs vont tomber, un jour, je vais commencer à trembler, et puis un jour, je serai dans une maison de retraite avec les vieux, et puis j'aurai ma tête ou j'aurai pas ma tête, et puis je regretterai très certainement tous ces moments où j'avais des gens qui me détestaient, des gens qui m'aimaient, des gens qui admiraient. Mais c'est pas moi qu'ils aiment, ils aiment ce qu'on fait. Et c'est un peu comme un comédien au cinéma ou un chanteur. C'est qu'on dit on l'aime, mais on sait même pas qui il est. Ceux qui me critiquent, les gens dont tu parlais tout de suite, ils ne m'ont jamais vraiment rencontré, ils ne se sont jamais assis pour parler avec moi, ils m'aiment pas parce que je réveille chez eux, c'est eux qui ont un problème, je réveille chez eux des médiocrités, des jalousies, des frustrations. Et donc c'est eux qui ont un problème. Et moi ça me rappelle toujours une histoire de la sagesse japonaise, où il y a un vieux maître à qui un jeune combattant lance un défi. Et puis le vieux, il vient le voir et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux me battre avec toi pour prouver que je suis le plus fort. Il dit, mais c'est pas la peine, je sais déjà que tu es le plus fort. Au revoir. Et là, il se fait insulter par le jeune. Et alors, il y a l'élève, le petit élève apprenti qui était à côté et qui dit au vieux, il dit, mais maître, vous avez été insulté, humilié devant tout le monde. Et le vieux maître le regarde, lui dit, si on t'offre un bouquet de fleurs et que tu n'en veux pas, à qui il appartient le bouquet? Eh ben, le bouquet, il y a des fleurs et puis il y a aussi des piquants en dessus. Eh ben, moi, je veux ni les fleurs ni les piquants quand c'est des mauvaises choses, c'est pas moi, c'est le journal. C'est au journal, c'est le journal qui attire tout ça. Si demain matin, j'arrête le journal et que Lionel en devient le président, dans 2 ans, c'est lui qui va devenir la bête noire, qui va être critiqué. Donc, c'est pas personnel. Je prends pas ça personnellement. Ceux qui critiquent sont des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui aimeraient pouvoir faire la même chose et qui n'ont pas la possibilité. Et donc, plutôt que de leur en vouloir, ça ne me concerne pas. J'ai de la peine pour eux, en fait. Voilà. Donc, ma réponse, j'ai de la peine. Par contre, quand il y a des gens, et ça m'est arrivé cette semaine, une sœur que je connais personnellement, son mari était malade, je prenais de ses nouvelles, j'avais un lien avec elle et je pensais que c'était un lien d'affection. Et j'ai remarqué que sur les réseaux, elle propageait les saloperies dont tu parles. J'ai appelé sa grande maîtresse, elle va être convoquée là dans quelques jours et elle va être rappelée à l'ordre. Parce que quand tu es maçonne, au niveau qu'elle a elle, tu ne t'autorises pas à faire ça, premier point. Deuxième point, là, ça m'a touché parce que je pensais avoir un lien affectif. C'est comme si toi ou Lionel, je me retrouvais un matin avec un poignard dans le dos. Je dirais, mais pourquoi? Tu me parlais de Marc Aurèle tout à l'heure. Je pense plutôt à César et à Brutus. Quand c'est toi aussi, mon fils, quoi. Quand tu te fais poignarder par un proche, non, là, ça fait du mal. Donc, il y a des amis qui ont des réactions qui me touchent parce que c'est affectif. Mais pour le reste, je fais la part des choses, voilà. J'étais un peu long, mais c'est important et je pense que on est tous à peu près pareil et toi aussi parce que t'étais un mauvais élève à l'école, j'étais un mauvais élève à l'école et on était turbulents déjà petits, donc on est habitués, on n'est pas arrivé comme ça il y a 3 ans. Hein. Non, c'est ça. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. Là, tu peux penser à qu'est-ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mais oui. Mais c'est ça. Je comprends. Je comprends très bien tout ça. Puis donc, rapidement, dernière nouvelle, tu as vu que tu es présent. Le Salon maçonnique du Québec, on a déjà vendu, écoutez, le Salon maçonnique va être le 6 juin au Centre Saint-Pierre à Montréal. Nous avons déjà vendu en 1 mois, un petit peu plus que 25% des billets. Donc, ça va super bien. Plusieurs conférenciers, une conférencière, donc et ça risque d'être super. Enfin, ça risque pas. Ça va être vraiment intéressant. On en a pour tout le monde, autant les profanes que les initiés. Ça vaut la peine d'aller vous inscrire. C'est le salon maçonnique du Québec.org. Et on a notre maître des cérémonies, Frère Franck, qui va être là. Là, t'as-tu déjà commencé à penser à un concept, genre rire de moi pendant 4 heures devant tout le monde? Ou, je veux dire, comment t'envisages ça, ton
ton rôle de maître de cérémonie pour le salon maçonnique? Bon, bah, c'est très simple. Je vais me mettre tout simplement, comme j'avais sur la couverture d'un de mes livres, nu avec un tablier, et je vais me prendre juste 1 litre de rhum avant de commencer pour être sûr de pas me souvenir de quoi que ce soit. Donc, ils seront pas déçus. Ça va être très mouvementé. Non, plus sérieusement, ça va être dynamique parce que j'ai du mal à faire autrement. Ça va être de mettre en valeur chacun des intervenants et chacune de leur présentation. Le but du jeu, comme d'habitude, c'est pas c'est de se faire plaisir, oui, mais on vient pas pour notre propre gloire. Quand tu es maître des cérémonies, et je le suis dans ma loge en ce moment, donc je connais bien, ou quand tu es vénérable, c'est pareil, et c'est que tu es là au service de ceux qui sont sur les colonnes. C'est-à-dire que ça va être de leur donner de l'humour, de l'information, et quand ils vont repartir, ceux qui sont maçons doivent avoir appris des choses, rencontré, et ceux qui ne le sont pas doivent se dire, en fait, ce sont pas des criminels, ça c'est certain, ce sont des gens qui donnent envie, ce sont des humains comme moi, et j'ai envie de leur ressembler quand je serai rentré en loge, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un peu... Merveilleux. C'est un peu, en fait, c'est d'être dans l'exemplarité, c'est déjà ça. Écoute, tout le monde a très hâte de venir te voir, en fait, de voir les conférenciers et notre conférencière. Comme je vous dis, salonmaçonniqueduquebec.org, les billets sont en vente présentement. Il va y avoir plein de surprises durant cet événement-là, dont, en fait, une surprise que je peux nommer. Il y a un organisme, en fait, sans but lucratif, en fait, c'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et eux vont s'occuper de nos boîtes à lunch. Donc, pour ceux et celles qui vont vouloir encourager un organisme, on va avoir des boîtes à lunch pour 20$ et tous les fonds vont à eux. Donc, c'est pour l'organisme. Ça va valoir la peine aussi. Donc, on va rajouter aussi un petit peu plus de charité là, durant cette année et quelques causes. Donc, je vous invite encore une fois d'aller acheter vos billets et on va pouvoir... vous voir, puis parler avec vous, prendre du temps avec vous. Si vous voulez acheter des livres aussi, on a des auteurs maçonniques qui vont être là, dont Franck qui sera présent. Lionel n'a pas voulu venir. Moi, il m'a dit littéralement, il dit, moi, le Québec, c'est trop loin, donc on s'excuse. Non. Lionel ne pouvait pas venir cette année, malheureusement, mais on va essayer de se reprendre pour l'année prochaine. Mais bon, vous irez voir ça, salonmaçonniqueduquebec.org. On a aussi notre commanditaire premium Patreon. Donc, je tenais aussi à lui dire bonjour. Donc, planchergoyette.ca. Si vous avez des besoins au Québec, je pense pas que Eugène va aller en France, mais si vous avez des besoins pour des planchers, autant, surtout commercial, mais il peut faire aussi du résidentiel. Vous irez voir ça, planchergoyette.ca. Et là-dessus, là, on va vraiment aller au vif du sujet de cet épisode 93. Donc, sur l'affaire Athanor, on a emporté un spécialiste de la chose, donc notre frère Lionel. Écoute, moi, c'est comme ça, Franck m'a dit. Moi, il m'a dit, tu veux le meilleur, c'est Lionel pour ça. Ce que moi, j'ai compris, OK? Et donc, parce que, tu sais, moi, je le vois un peu de loin, cette situation-là. Donc, ce serait... le procès a eu lieu, je pense qu'il a été ouvert le 30 mars 2026 devant la cour d'assises de Paris. Je crois que c'est prévu jusqu'à la veille de ma fête en plus, donc le 17 juillet. Donc, la journée de ma fête, le 18, on va savoir si qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez gros. J'ai entendu parler que ça viendrait aussi de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Comme tu disais, Franck, c'est quelque chose quand même qui date de plus de 5 ans. Il y a plusieurs personnages qui sont là-dedans. J'aimerais ça vraiment qu'on discute de cette affaire-là. Pourquoi qu'on relie ça avec la franc-maçonnerie? Parce que j'entends autant des gens qui disent que c'est le DGSE, je pense. C'est ça, donc les services secrets français ou la direction générale le du service français? extérieur. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça serait relié avec eux, mais il y aurait quand même un lien avec la franc-maçonnerie. Donc, autant d'un côté, on dit que c'est le gouvernemental. De l'autre côté, les conspirationnistes vont dire c'est la franc-maçonnerie. Vous voyez, ils ont une loge de tueurs. Puis en fait, bon, moi, la première chose que j'ai entendu, je pensais de façon humoristique, je dis bien de façon humoristique, bon, cette loge-là était juste mise en place
pour ceux et celles qui ne payaient pas leur cotisation. Tu sais, c'est peut-être juste ça, en réalité. Ceux qui ne payent pas, ont une conséquence. Mais bon, c'est pas... finalement, c'est plus sérieux que ça. Mais donc, Yanel, tu peux nous parler un peu de cette situation-là? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Et afin qu'on puisse vraiment comprendre en long et en large cette histoire-là. En long, en large, et puis on va essayer en profondeur, les 4 points cardinaux, et puis du zénith au nadir. Dans ce que je veux dire, d'abord, c'est ne pas pouvoir venir au salon maçonnique au Québec, c'est pour moi une réelle souffrance, parce que mes parents comptaient au Canada de nombreux amis que j'aurais aimé rencontrer, puis je suis retenu par d'autres obligations maçonniques, notamment le 6 juin à Lyon. Alors, avant de parler de l'affaire Athanos, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a quand même eu très peu d'affaires de meurtre. C'est quand même relativement rare. Alors, je sais bien que certains grands maîtres ont peut-être encore des cadavres dans leur placard, hein, on ne sait jamais, mais ils n'ont pas été encore découverts. Juste rappeler l'affaire William Morgan, 1826, aux États-Unis, un maçon qui voulait dévoiler les secrets de la franc-maçonnerie, qui aurait été assassiné par ses frères et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Plus près de nous, en Europe, la loge P2 dans les années 80, en Italie, Propagande Due, qui a agi comme une société secrète et illégale, une loge qui était séparée de tout courant régulier, tradition classique de la franc-maçonnerie italienne, qui voulait contrôler à la fois le pouvoir, lutter contre le communisme, et qui a quand même généré pas mal d'affaires, l'affaire de la banque Ambrosiano, et puis quelques meurtres ici ou là. Donc voilà, pour ce qui est des affaires criminelles en franc-maçonnerie, en 300 ans, c'est quand même pas énorme. Et là vient cette affaire Athanor. Alors, l'Athanor, qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup, l'Athanor, c'est ce fourneau qui permet aux alchimistes de cuire la matière, de transformer le plomb en or. Ben là, le plomb, ils n'ont pas eu besoin de le transformer, puisque de toute façon, il était dans les balles. Alors, je ne sais s'ils ont utilisé du 7,62 autant, du 9 mm Parabellum ou un autre calibre. Et toujours est-il que les frères en question ont quand même défouraillé du gros calibre, hein. Alors, c'est une affaire qui n'est pas récente, puisqu'elle a commencé, les prémices démarrent déjà dans les années de 2010. Mais ce que je voudrais aussi rappeler, c'est une chose simple, hein, mais qui me semble essentielle, c'est que l'affaire Athanor n'est pas le procès de la franc-maçonnerie. Ça, il faut bien le dire. C'est le procès toujours en cours, puisque tu l'as dit, mon cher Franco, il a débuté le 30 mars dernier, d'un ensemble d'individus renvoyés devant la cour d'assises de Paris, donc la cour qui juge les faits pour criminalité, pour des faits donc d'une grande gravité exceptionnelle. Nous venons de le voir, très peu d'affaires de meurtre depuis 3 siècles, et qui ont utilisé des liens maçonniques de réseaux de sécurité privée, de réseaux de renseignement officiels. Tu as nommé la DGSE. Dans le temps, elle s'appelait le SDEC, mais la DGSE, c'est la Direction Générale des Services Extérieurs. Ce sont les James Bond français. Ils se sont illustrés malheureusement avec l'affaire du Rainbow Warrior, puisqu'ils ont été pris un petit peu les mains dans le pot de confiture. Voilà pour ce qui était de la dernière belle et grande action de la DGSE, mais bien évidemment, il faut rendre hommage à nos soldats qui, dans l'ombre, travaillent pour la France, et pour une affaire révélée, qu'ils sauraient salir ce bel outil à la disposition du président de la République. La DGSE, quand même, une belle maison. Je reconnais qu'avant elle, il y a vraisemblablement la CIA, successeur en 47 de l'OSS, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, n'oublions pas le service du Mossad, qui est pour moi le meilleur service de renseignement au monde. Mais la DGSE compte parmi eux. Alors, bien sûr, il y a le MI6 britannique. Bien sûr, il y a l'ancien KGB, la Fédération de Russie, qui sont parmi vraisemblablement les meilleurs services du monde. Mais là, la DGSE a été entachée par deux personnes, deux frères de loge, qui se sont mis à travers ces différents réseaux, notamment le réseau maçonnique, sont mis à organiser des intimidations, des agressions, des tentatives de meurtre, et puis un assassinat qui a quand même abouti. Donc ce procès a commencé cette semaine. Il concerne 22 accusés. Il doit s'étendre jusqu'à la mi-juillet. Alors j'ai bien retenu, je l'ai noté sur mon agenda Google, que c'est la veille de ta fête, hein, mon cher Franck. Oui. Donc je serai impardonnable, et tous nos téléspectateurs aussi, si on oubliait ce
ce grand moment. Alors, pour C'est reprendre cette affaire, effectivement quelque chose qui serait inacceptable qu'on oublie ma fête. Donc, tout le monde prenne ça en note. C'est le 18 juillet. J'attends tous vos vœux de fête pour le 18 juillet. Ça, c'est sûr et certain. Oui, oui, oui. alors, pour comprendre cette affaire, il faut repartir non pas du seul procès actuel, mais de la lente constitution d'un système présumé. Et au cœur de ce dossier se trouve une loge maçonnique qui s'appelle Athanor. Alors, des loges Athanor, il y en a vraisemblablement dans plusieurs obédiences. Oui, à cette chez moi. époque-là, bien sûr. En 2020-2021, il y avait une loge Athanor qui appartenait à une grande obédience française qui se situait à Versailles, dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Mais cette loge Athanor révélait qu'elle se situe à Puteaux. Alors Puteaux, c'est à la fois la rue de Puteaux, qui s'appelle maintenant la rue Louis Puteaux, qui se trouve dans le 17e arrondissement, où au 8 de la rue Louis Puteaux se tient, le siège de la Grande Loge de France. Mais Puteaux, à l'orient de Puteaux, c'est une ville qui se trouve dans le département des Hauts-de-Seine, limitrophe de Paris, et c'est là que se situait l'orient de cette loge et non pas rue Puteaux. Donc il y a eu un gros malentendu déjà à l'époque qui a valu à certaines obédiences de faire des commentaires en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas nous, c'est pas ici que ça se passe, c'est ailleurs. Et puis finalement tu l'as révélé. La Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, qui est une obédience qui comporte environ aujourd'hui 15 000 membres, qui s'est créée en 2012 à la suite d'une scission avec la Grande Loge nationale française, la GLNF, eh bien, cette loge appartenait à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dite l'Alliance, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc, plusieurs membres de cette loge, ou proches, sont apparus dans ces enquêtes comme des relais, des intermédiaires, même des commanditaires supposés. Donc, le journal Le Monde décrit cette petite structure maçonnique soupçonnée d'avoir servi de lieu de rencontre entre des profils très divers, d'anciens policiers, des militaires, des agents de sécurité, des chefs d'entreprise et des francs-maçons dans cette mécanique où se mêlaient à la fois des intérêts privés et puis des ressentiments personnels, des fascinations pour différentes opérations. On faisait croire aux agents de la DGSE qu'ils agissaient pour le compte de l'État, qu'ils agissaient donc pour le bien de la patrie. Alors, sans évoquer les différents salaires reçus, on peut s'étonner quand même du niveau d'appréciation de ce bras armé, de cette soi-disant DGSE, bien qu'ils en soient membres, mais des membres non pas éminents, mais qui est traité des sales besognes. Et comment ont-ils pu croire à de telles allégations, quoi, pour agir? C'est quand même, je trouve que c'est quand même dramatique, sous couvert d'une loge maçonnique, d'agir comme cela. Voilà ce que l'on pourrait dire dans un premier temps concernant cette affaire Athanor. C'est l'affaire de quelques personnes, ce n'est pas l'affaire de la franc-maçonnerie qui, elle, restera toujours dans nos cœurs avec cet idéal magnifique de fraternité et d'universalité. Oui, puis ce que j'ai compris, on parle tu disais 22 personnes en tout et partout, mais je crois maçonniquement, on parle de 3 individus seulement, je pense. Donc, c'est pas je pense que c'est important de préciser que ce n'est pas la loge en tant que telle qui faisait ça, mais c'était des individus à l'intérieur qui faisaient ce genre de choses-là. C'est ça, Yanel? Oui, c'est ça, exactement. Alors, il faut bien reconnaître que l'obédience, en son temps, a immédiatement pris une ordonnance de suspension de la loge. Donc, c'est une loge qui n'existe plus, qui n'apparaît plus à la matricule de l'Alliance. En vérité, il y a deux individus qui ont été les bras armés de ces affaires, mais qui a touché de nombreuses personnes, parce que si on remonte à l'arrière-plan, il faut reconnaître que c'est depuis 2010 que ces affaires commencent. Ce n'est pas seulement en 2020-2021 que s'est révélée cette affaire. Des éléments versés au dossier public font apparaître des opérations anciennes de surveillance, d'intimidation. Le volet le plus ancien, souvent cité dans la presse, concerne l'environnement politique de Saint-Maur-des-Fossés en 2014, avec des surveillances menées contre des adversaires politiques, notamment d'Henri Pagnol, Sylvain Berrios. C'était des personnalités locales. Ils étaient déjà sous surveillance
des membres des membres de cette loge, quoi, ce qui est assez énorme aujourd'hui, quoi. Alors, les faits relèveront plus tard que dans certaines surveillances, nos deux acolytes se retrouvaient dans une voiture en plein été avec des gants, des cagoules, des moufles, ce qui a attiré l'attention de certaines personnes qui baladaient leurs chiens en toute honnêteté. Et donc, ils se sont dit, oh là là, c'est louche, il y a quelque chose de bizarre. Mais déjà, ces personnes œuvraient lors de campagnes municipales. Et c'est un premier basculement majeur du dossier qui a fait que cette affaire a été révélée. C'est l'assassinat de Laurent Pasquali, qui, selon deux gros médias, puisqu'aujourd'hui on parle de médias sérieux, Le Monde, TF1, un pilote automobile tué en novembre 2018 à Levallois-Perret avant d'être enterré en Haute-Loire. C'est-à-dire que nos deux acolytes membres de cette obédience se sont promenés avec un cadavre dans leur coffre pendant quasiment 500 à 600 kilomètres pour aller l'enterrer au fin fond d'une forêt, un cadavre qui a été retrouvé heureusement, j'allais dire pour l'enquête, en septembre 2019, sans pouvoir être immédiatement identifié. Alors, comme c'était Pasqualini, c'était un pilote automobile relativement connu dans le monde des rallyes, on a fait croire à nos deux, j'allais pas dire impétrants, mais à nos deux meurtriers, que c'était un Corse et que c'était l'État français qui avait demandé à ce qu'on supprime un terroriste corse. Il faut savoir qu'on sortait aussi de différentes affaires en Corse. Alors, on va pas citer, parce que moi, je veux pas me fâcher avec les Corses. Alors, Garnaoutis n'est pas corse, mais j'ai beaucoup d'amis corses et j'ai envie de rester ami avec eux. Puis surtout, si un jour je veux visiter l'île de Beauté, je veux le faire en toute tranquillité. Donc, j'aime la Corse, j'aime l'île de Beauté, qui est la plus belle île du monde. Mais il faut reconnaître que voilà l'argument utilisé par les commanditaires pour demander la suppression d'une personne dont finalement on ne sait pas trop ce qui s'était passé comme différent, mais c'est un meurtre qui est dans une logique d'intimidation, une logique d'homicide abouti. Et puis après, en 2019-2020, l'enquête a fait ensuite apparaître d'autres opérations attribuées au même univers. Un couple de Seine-et-Marne a été victime d'un déchaînement de menaces, d'incendies, de dépôts, de rats morts, d'un passage à tabac très, très, très violent. Donc, il y a toute une série d'intimidations répétées qui sont venues aussi contre quelqu'un qui était endetté pour l'intimider, des menaces de mort, des expositions sur sa vie privée, sa vie familiale, pour l'inciter à rembourser ses dettes. Alors tout cela. Mais Yannet, est-ce que tu dirais, je m'excuse de t'interrompre, mais donc là on parle de Carl Esnault, Pierre Bourdin et éventuellement, je pense qu'il y en avait un aussi dans la loge qui s'appelle Daniel Beaulieu, c'est ça? Oui, Daniel. Alors ils agissaient sous des noms, Adhémar et je ne sais plus quel est l'autre surnom. Dagomar. Voilà, c'est ça. Ils agissaient sous des pseudos. Mais c'est pour dire que cette affaire Athanor n'a pas surgi comme ça immédiatement en 2020-2021. Elle a surgi bien en amont, puisque dès 2010-2014, ces gens agissaient dans l'ombre. Et s'il n'y avait pas eu cette révélation, le meurtre de Pasqualini serait passé en 2018 complètement inaperçu, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces trois individus, là je fais une blague, ok? Je fais vraiment une blague. Quoi tu veux faire allusion, oui. Oui. Est-ce que ces trois-là seraient les trois mauvais compagnons? Parce qu'ils ont transporté un corps pendant tout ce temps-là. Je dis ça comme ça, hein, mais c'est une blague, hein, on le sait, là, mais c'est littéralement, moi, ça me fait juste penser à ça, là, tu sais. Trois mauvais compagnons qui ont un corps, tu sais. Mais c'est vrai que si on ramène ça à la franc-maçonnerie, on peut y voir les trois mauvais compagnons. Comment peut-on, quand on a prêté serment de fraternité, de servir la loge, ses frères, ses sœurs, le bien-être de l'humanité, le progrès de l'humanité, comment peut-on arriver à commettre un meurtre, si ce n'est que pour des raisons d'argent? Moi, je reconnaîtrais bien volontiers, mais enfin, je ne suis pas juge ni partie dans cette affaire, qu'il y a quand même une faiblesse d'esprit de la part de ces personnes. Sans doute faudrait-il que les parrains se remettent aussi en question. Et puis moi, je vais aussi proposer peut-être des formules pour que ça ne se reproduise plus au sein des obédiences. N'y aurait-il pas une charte quelque part à signer qui engagerait? Aujourd'hui, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que tout le monde s'en est emparé, les journaux et les médias les plus sérieux, y compris un journal satirique bien connu en France, surnommé Le Volatile, hein, le canard enchaîné. Et force est de constater que depuis 3-4 jours, tu l'as très bien relevé, c'est le monde du
complot, c'est tout ce qui est complotisme et même des propos et des vidéos anti-maçonniques qui font état de cette affaire en déformant bien évidemment les choses. Et la parole se libère de plus en plus dans les médias. Par exemple, aujourd'hui, chose qui n'avait jamais été révélée par ailleurs, le Salon Beige, qui est un site de catholiques traditionnalistes en France, a révélé que le ministre de l'Intérieur avait été initié à la Grande Loge de France et a donné un extrait du livre dans lequel tout cela était noté. Donc, la parole se libère, pas forcément dans le bon sens, hein, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà qui vient alimenter le complot anti-maçonnique. Et dès qu'on est dans l'anti-maçonnique, on est aussi dans l'antisémitisme, dans un certain racisme, et c'est là où ça devient vraiment dangereux, je pense. Hein. Ouais. Moi, j'avais une question pour vous deux, puis je l'ai vu que ça fait longtemps que c'est rare, là, ça fait longtemps que Franck n'a pas parlé. Je commencerai avec Franck, puis après ça, j'irai avec toi, Lionel. Comment une loge peut-être être détournée de ses valeurs, donc les valeurs maçonniques et tout ça, sans que les frères s'en aperçoivent? D'abord, c'est pas la loge qui est détournée, parce que pour qu'une loge soit détournée, c'est quoi une loge? C'est d'abord le conseil de tous les maîtres, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est la colonne des compagnons. Ensuite, c'est la colonne des apprentis. Si tu les réunis tous les trois, tu peux dire qu'il y a la loge. Si tu as la moitié de tes maîtres ou 3 maîtres qui, dans leur coin, en dehors des loges, parce qu'ils ne rentrent pas en loge avec leur revolver, et puis ils suspendent pas les travaux pour que tous ensemble, ils décident et ils mettent à l'ordre du jour l'assassinat d'un pilote qui a des dettes ou une concurrente dans le coaching qui se trouve à Créteil. Alors c'est intéressant parce que quand c'est arrivé, j'habitais à moins de 500 mètres j'habitais à 500 mètres d'où c'est arrivé en 2020. Ah ouais, c'était quasiment une voisine, la dame, la pauvre victime, Marie-Hélène là, Marie-Hélène Dini, je crois c'est son nom de mémoire. Mais si tu veux, c'est pour ça quand on dit c'est une loge, non, c'est pas une loge. Ce sont 3 membres d'une loge. La question c'est est-ce que le reste de la loge était au courant? Auquel cas il y a une complicité et là tu dis c'est la loge. Mais ce qui n'a pas été dévoilé encore et on n'a pas l'information, c'est est-ce qu'on le sait ou pas. Ça pose, je vais faire un parallèle très intéressant que j'ai entendu nulle part mais qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que j'ai assisté à des débats entre le franc-maçon, par exemple, et puis un membre du clergé il y a pas longtemps. J'ai assisté aussi à un débat sur Sud Radio, je crois, avec Sylvain Zegni, ancien grand maître ou président du droit humain, du DH, et puis un anti-maçon, ancien maçon du DH, qui a jamais été très haut, il a jamais été passé le 12e degré, mais il prétend être allé tout en haut, mais enfin bon, et il se répand sur les réseaux, et à chaque fois qu'il y a le clergé, ce qui revient tout le temps, c'est vous les maçons, vous avez un secret, il faut ouvrir la porte pour qu'on puisse voir ce que vous faites comme travaux. Mais le secret, on le répète à chaque fois, c'est pas le secret de ce qu'on dit, c'est le secret de ce qu'on vit. Et si on dévoile ce qu'on vit, plus personne ne pourra le vivre parce que ça ne sera plus un secret. Donc ça veut dire que ça doit rester un secret non pas pour ceux qui sont dedans, mais pour ceux qui sont dehors. Or, quand les membres du clergé demandent, et ils le demandent pas parce que ça les dérange, ils le demandent parce qu'ils savent très bien que notre pierre angulaire, elle est là, c'est le principe même de l'initiation. Ce que eux ne disent pas, et là, ce serait important de le dire, c'est que dans le clergé, il y a le secret de la confession. Et le secret de la confession, ça veut dire que quand un prêtre pédophile, et ça en manque pas, on a assez d'affaires tant au Québec qu'en France, quand un prêtre pédophile va se confesser auprès de ses confrères, eh bien le confrère qui garde le secret, c'est plus du secret qui est dans un cadre initiatique, ça s'appelle une complicité d'un acte répréhensible par la loi. Eh bien dans une loge, s'il y a des membres de la loge qui sont au courant qu'il y a 3 membres qui sont des criminels et que la loge ne dit rien, c'est toute la loge qui doit aller en prison ou du moins devant le tribunal. Or aujourd'hui, on regarde, il y a 3 membres de cette loge à Tanor sur les 22 qui vont se présenter, mais j'ai pas entendu dire que les autres membres de la loge étaient complices et vont aller
au nom de cette complicité devant le juge, pour une raison très simple, c'est que les autres membres de la loge n'étaient pas au courant. Donc c'est bien la preuve que, c'est pas la maçonnerie, ce sont bien 3 membres isolés appartenant à une loge. Mais ils faisaient ça peut-être en dehors de la loge, mais s'ils étaient membres d'un club de bridge, est-ce que c'est le club de bridge qui est responsable aussi? Parce que il est possible qu'ils allaient faire du golf le lundi aussi. Et donc, est-ce que le golf devient quelque chose de dangereux? C'est exactement la même logique. Or, en maçonnerie... frapper une balle sur quelqu'un, c'est dangereux aussi. Tu devrais le savoir, Franck. Ah oui, Mais oui, n'oublions pas... Il paraît, sauf si N'oublions c'était pas qu'au vrai. golf, hein. N'oublions pas qu'au golf, il y a le Tubal Cain. Hein. C'est Ah ça, oui, tu vois. Tout est maçonnique. oui. Non, mais fais attention, là. Oui. Non, mais je crois que Franck a entièrement raison. Il a mis le doigt dessus, c'est le secret. Hein. Le secret de la loge. Il y a des secrets non avouables. Hein. Le secret des délibérations. Nous, en tant que profanes, a-t-on accès aux délibérations du Conseil constitutionnel? Bah non. Du Conseil d'État? Non plus. Mais le secret de la loge, du PV de la loge, il est à disposition des frères et des sœurs qui assistent à la tenue. Dans certains rites, on lit même le protocole au pied de la tenue et on ne le lit pas à la tenue d'après parce que les absents, ils n'avaient qu'à être présents s'ils voulaient savoir ce qu'il s'était passé. Alors pour l'Église, le secret, bien sûr, c'était que les francs-maçons fomentaient un complot contre le trône et l'autel, mais bien évidemment, tout le monde sait que ce n'était pas le cas. Hein. Et c'est vrai que l'Église a beaucoup de problèmes avec ses prêtres pédophiles et que c'est bien là, malheureusement, une très triste affaire. Hein. Donc ce secret, oui, c'est ce qui a été peut-être engendré, non pas par la loge, mais ces 3 mauvais compagnons, comme tu les as si bien décrits, Franco, Daniel, Frédéric et Jean-Luc, qui se sont crus investis d'une mission divine ou suprême. Et alors, il faut savoir qu'en France, quand même, beaucoup considèrent la franc-maçonnerie comme une élite. Donc, on peut très bien comprendre que des gens, je ne vais pas dire de basse extraction, mais des simples agents exécutants appuyant sur la gâchette, se soient sentis comment dirais-je, pas plus intelligent, mais différent, le fait d'appartenir à une obédience maçonnique, à une loge. Athanor, c'est ce feu intérieur que l'on transforme, ça doit servir à ça doit servir à se transformer d'abord, et eux, finalement, ils ont essayé de transformer les autres en poussière ou les faire passer à la patraine. Hein, mais eux, c'est vraiment de l'alchimie qu'ils ont voulu faire. Hein. Eux, c'est vraiment de l'alchimie qu'ils ont... Voilà, alors il y a 22 prévenus, c'est-à-dire qu'il y a des commanditaires, je pense, qui sont compris dedans. C'est peut-être eux, les vrais manipulateurs qui ont su user et utiliser ces 3 pauvres francs-maçons, leur faisant comprendre qu'ils allaient agir pour le bien de l'État français. Finalement, c'est ce qui a été proposé quand ils ont supprimé ce pilote automobile en disant que c'était un terroriste corse et qu'il nuisait à la nation. Donc eux ont cru simplement non pas faire œuvre utile, mais faire leur devoir d'officier du service action, hein, même si c'était des petits agents de la DGSE et non pas des grands noms. Quoi. Selon toi, Yannel, quelle est la responsabilité institutionnelle de la GLANF dans tout ça? Là? Je crois qu'ils ont quand même agi là, depuis ces 5 dernières années-là, mais ce serait quoi leur responsabilité selon eux, selon toi? Pour moi, la première des responsabilités, c'est de ne pas prendre la parole aujourd'hui. Hein, il y a eu un bref communiqué qui reconnaissait, puisque Franck l'a dit, l'affaire s'est révélée en 2020, pas loin de chez lui, mais surtout c'est en 2021 que tout cela a éclaté avec la tentative de suppression d'une coach, tout simplement pour des raisons économiques. À l'époque, 2 obédiences ont dit c'est pas moi, c'est nous. Une autre même a même écrit par l'intermédiaire de son grand secrétaire devenu grand maître actuel de la dite obédience. Oui, on les a bien initiés chez nous, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Après, ils sont partis dans une autre obédience. Et l'Alliance a reconnu, bien évidemment, qu'ils en étaient membres, tout en prenant des mesures de suspension et même, je pense, de radiation de la loge à la matricule de l'Alliance. Aujourd'hui, ce que l'on pourrait reprocher, c'est ce silence de
de l'obédience qui ne communiquent absolument pas. Alors on sait qu'ils vont sur les salons tenir des stands, mais un jour l'opinion publique va leur demander peut-être de rendre des comptes. Et ce qui est peut-être aussi, moi j'ai beaucoup de respect pour notre respectable frère Alain Juillet, qui a été grand maître de l'Alliance, qui était le numéro 2 de la direction de la DGSE, du service d'espionnage français, c'est que là aussi, il ne fasse pas une mise au point claire, parce que finalement, ça laisse la porte ouverte à toutes les suggestions, toutes les suppositions, à tous les phénomènes dont on va assister maintenant, et ça commence à aller très fort sur les réseaux, sur le complotisme, et là, on a vraiment des actes d'antimaçonnisme, enfin des actes, des paroles, des écrits d'antimaçonnisme. Il n'y a rien encore de physique, mais on ne sait pas jusqu'où cela peut aller. Il faut savoir que en France, quand même, certaines obédiences nous sommes passés en plan Vigipirate du plus haut niveau depuis l'entrée en guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Irak. Donc il y a quand même beaucoup de faits, toujours de faits antimaçonniques en France, même s'ils ne sont pas relevés, même s'ils ne s'arrêtent qu'à des tags, ce sont quand même des actes graves qui devraient malheureusement peut-être prospérer. Je sais que récemment, lors des rencontres initiatiques à Ronchin, l'hôtel, la maison des associations qui nous a accueillis, ils ont enlevé les 4 lettres GLDF au fronton pour ne pas apparaître. Et nous, on nous a demandé de ne pas faire, enfin aux organisateurs, de ne pas faire de publicité et de promotion de leur rencontre culturelle et ouverte à tous, parce qu'à Roubaix, il y avait la France insoumise qui allait sans doute prendre la ville. Donc, il y a tout un contexte, toute une ambiance qui fait que finalement, maintenant, les maçons, alors, ça peut pas être pire que sous Vichy, mais on est en train de recréer un climat mal à l'aise. Il y a des frères qui se sont fait, des sœurs qui se sont fait agresser, alors souvent pour être dépouillés, volés, parce que le franc-maçon est riche, hein, c'est bien connu, hein. Il est riche de ses lectures, de ses compagnonnages, de ses apprentissages, de cette belle fraternité, de ce grand idéal de la franc-maçonnerie, mais il n'est pas riche, il a des fois du mal à payer sa cotisation, quoi. Tout simplement. Donc une affaire vieille de juillet de 2020 qui s'est révélée et qui là va mettre quand même 3 mois et demi à être jugée, qui pour un procès d'assises est quand même relativement long, hein. Ouais. Ben en tout cas, ça a fait le tour de la planète, ça c'est sûr et certain, cette situation-là. Bien évidemment, bon, ben, c'est sûr que ça donne une mauvaise image de notre franc-maçonnerie, mais puis en fait, c'est le but aussi aujourd'hui de cette émission, c'est d'essayer de trouver une explication, de dire justement les choses que ce n'est pas la franc-maçonnerie, Franck, comme tu disais si bien, qui est derrière tout ça, mais ce sont des individus. Peut-être une dernière question pour vous, parce que, bon, on dit toujours que quand on arrive en maçonnerie, on prend des personnes qui sont libres et de bonnes mœurs. Clairement, dans cette situation-là, je pense que la loge a oublié le bonnes mœurs. Peut-être que pour eux, en étant des agents du gouvernement, ils croyaient vraiment aux bonnes qualités de ces individus-là. Selon vous, quelles seraient les choses qu'on pourrait améliorer dans notre processus de sélection de membres? Je pense pas qu'on va pouvoir nécessairement trouver une solution pour éviter d'avoir ce genre d'individus dans nos cercles, mais qu'est-ce que la maçonnerie pourrait faire pour renforcer le fait de s'assurer que les gens qui viennent en maçonnerie sont vraiment des gens sincères et pas des fous alliés comme qu'est-ce qu'on a pu voir là. C'est pour qui cette question? Pour les deux. Je vous lance cette question-là pour les deux, mes amis. Vas-y, Franck, vas-y. Bon, d'accord. C'est très simple. C'est que dans le formulaire d'entrée, quand tu rentres, il faut que tu rajoutes une petite case et puis tu dis « Je m'engage à pas tuer mes concurrents », par exemple. Ça, comme ça va tout de suite régler tous les problèmes. Parce que si c'est pas écrit, le gars, après, il savait pas, on lui avait pas dit. Tu vois c'est ça. Alors, plus sérieusement, bien sûr que c'est une boutade. Faut demander à tous les postulants de lire le dernier livre de l'antimaçonnisme de Lionel Garnauti.
dont C'est vrai. dont tu parleras dans 5 minutes. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce que je crois, c'est que un corps humain est composé de cellules qui meurent et qui se reproduisent et qui renaissent. Et de temps à autre, il y a une cellule qui refuse de mourir. Elle a un développement anarchique. Et quand elle a un développement anarchique, les médecins appellent ça, enfin les spécialistes, les oncologues appellent ça un cancer. Eh bien, le cancer, c'est une cellule qui se développe avec un fonctionnement différent de la norme et qui peut entraîner, si c'est pas soigné à temps, qui peut entraîner jusqu'à la mort. Là, en maçonnerie, on est un ensemble de cellules. Maintenant, de se dire, parce qu'il y a une cellule à un développement anarchique, il va falloir que toutes les autres cellules soient en permanence avec des bracelets, des contrôles et des trucs, ça veut dire qu'en fait, on va plus faire de la maçonnerie, on va faire du contrôle permanent. Si tu commences à aller faire des analyses avec le proctologue, c'est-à-dire les parties intimes de chacun pour être sûr qu'il n'y a pas de microbes, qu'il n'y a pas de... Oui, c'est ça se fait comme ça. Ça veut dire que en fait, il n'y a plus personne qui va rentrer. Et puis, même sans ça, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est mal intentionné, parce que tu vas lui demander de remplir la petite case ou tu vas aller l'envoyer chez le proctologue, ça va changer quoi que ce soit. Il y aura toujours, à l'intérieur de toute société humaine, des éléments qui sont incontrôlables et qui sont mus de mauvaises intentions. Donc, on le sait. Ouais. Le problème, et Lionel l'a dit tout de suite, et je le rejoins à 200%, le problème, c'est pas la manière de recruter. Déjà, si on fait de la maçonnerie, de la vraie maçonnerie, les gens vont être occupés et puis on aura autre chose à faire que de commencer à penser à faire autre chose que de la maçonnerie. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, c'est comment on communique après. C'est sur l'image qu'il faut travailler. Et donc, si les obédiences, ensemble, elles n'ont pas fait pour l'instant, si les obédiences se réunissent et travaillent sur l'image de ce qu'est la maçonnerie, eh bien, ce qui a été fait a été fait. Elles vont tout simplement expliquer par la communication. Et si les grands maîtres vont sur les plateaux télé, mais là, moi, par exemple, nous avons un journal lu par 250 000 de personnes. Est-ce qu'un grand média national au titre de presse maçonnique, nous a invités? On n'a rien entendu. Non, qu'est-ce qu'on va faire venir sur les plateaux? Des gens qui vont ressasser ce que Le Monde ou TF1 est allé chercher, et il n'y a rien de nouveau en information. On sait déjà tout. Toute l'enquête a déjà tout révélé. Et donc, c'est du blabla et du blabla et du blabla. Donc, que ce soit sur la presse de droite, la presse de gauche ou du centre, il n'y a aucune information autre que du sensationnel. Donc, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut informer sur la maçonnerie, parce que c'est 3 sur 22 dans les participants, donc c'est pas la franc-maçonnerie, c'est 3 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille dire sur un plateau? Je ne rentrais pas en maçonnerie pour assassiner vos concurrents. Non, ça, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'y aller pour ça. Deuxième chose, et ça pourrait être intéressant, c'est faire de l'information sur c'est quoi la maçonnerie concrètement, est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui a été fait et ce que vous faites? Et ce sera l'occasion de faire un peu de transparence. Et la transparence, c'est d'expliquer pourquoi il y a des secrets, parce qu'il y a plein de gens qui sont toujours pas au courant. Mais maintenant, sachant qu'en France, on a 9% de la population qui pense que la Terre est plate, à partir de là, tu te doutes bien qu'il y a aussi un pourcentage de gens qui pensent que les maçons vont égorger les bébés et les tuer des chats, alors que bon, le moindre enfant qui disparaît, le monde entier est au courant dans les 3 minutes avec les sites d'information. Donc, il y a toujours des gens qui sont encore à croire que les maçons sont en train de gouverner la planète. On le voit bien, les 2-3 bras cassés qui sont incriminés dans cette affaire, qui sont-ils? C'était des gardes-barrières des services secrets. C'était pas les chefs des services secrets, c'est des gardes-barrières. Ça veut dire que la franc-maçonnerie qui gouverne le monde, eh bien, on laisse rentrer des gardes-barrières des services secrets. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer en franc-maçonnerie. C'est bien la preuve que ce sont pas les maîtres du monde. Et puis, Lionel qui est à côté, je le connais un peu. Il a jamais été maître du monde et moi non plus. Donc, j'ai déjà du mal à être maître de moi-même. Donc, on sait bien que les maçons ne sont pas... Et puis, toi, je te connais, Franco, et je suis pas certain que tu gouvernes le monde. Du moins, pas en France, mais peut-être au Québec. Voilà. En fait, en France, je contrôle qu'un seul quartier. Et à Paris, je pense que c'est le 9e arrondissement. Donc, c'est pas très gros. Et ça y est. Ils vont être contents d'apprendre ça dans le 9e. Je crois qu'il y a une grande obédience. Il y a une grande obédience qui se trouve pas loin, c'est ça? Ils vont être heureux.
Mais bon, non, c'est des blagues, hein, c'est des blagues, Bien non, sûr. on s'entend. C'est des blagues. Quoique, Euh, quoique. mais oui, bon. Toi, Lionel, rapidement, ton opinion sur ça? Ah ben moi j'en aurais deux. D'abord, il faut savoir ce que cette affaire nous enseigne, et puis après ce qu'on pourrait recommander pour que cela ne se reproduise plus. Hein. C'est quand même, on a été mis non pas au pied du mur. On sait bien que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mais là quand même la leçon risque d'être sévère en termes notamment de conséquences. Les francs-maçons sont toujours là à se regarder celui qui fait pipi plus loin, quoi. J'ai plus de membres que toi, moi j'en ai 33 000, toi t'en as que 32, 31, moi j'en ai 56. Mais non, c'est pas vrai. Alors le problème, il est là, c'est que les profanes avaient une mauvaise opinion. La franc-maçonnerie, pour beaucoup, on le voit à travers certains sondages, notamment chez les jeunes. Franck l'a dit, on égorge des enfants, il y a des messes noires, des choses comme ça. Mais l'incidence risque d'être de cette nature. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le premier enseignement, c'est que la fraternité n'est jamais une immunité. Une loge ne sanctifie pas ceux qui rentrent. Hein. Et lorsqu'un atelier laisse rentrer la fascination du pouvoir, de l'argent, ce n'est pas bon pour les autres maçons en général. Cette divulgation, ce secret maçonnique, finalement, dans cette affaire, il n'y a pas eu de discrétion initiatique. On s'est servi de l'initiatique pour initier justement de mauvaises choses, de mauvaises paroles, de mauvais actes. Et puis, il ne faut pas que les obédiences, comment dirais-je, laissent aller cette gestion commentée par les autres. Fermer une loge, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, qui se souvient que la loge Athanor a été fermée il y a 5 ans? Personne. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on retient? Les méfaits faits par des francs-maçons. Non, pas par des francs-maçons, par quelques francs-maçons. Il faut être pédagogique, il faut expliquer, distinguer, parler, reconnaître, dire ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, là où il y a eu des failles, parce que dans tout système, il y a eu des failles, puisqu'on en arrive là. Et puis, il faut le dire, il faut faire son mea culpa public. Alors, pas forcément toute la maçonnerie en général, parce que là, seule une obédience est touchée, mais force est de constater que l'Alliance se mure dans un silence qui n'est pas acceptable aujourd'hui compte tenu des dérives qui sont faites par des sites complotistes et anti-maçonniques. Et cela va, bien sûr, je pense, s'intensifier malheureusement. Et puis, tu parlais, Franco, de l'international. Oui, la presse, The Sun s'y est mis, le Sun US, le Sun britannique. L'Italie vient de sortir un papier exprès là-dessus. Finalement, tous les pays communiquent sur cette affaire Athanor. Et c'est quand même dommage de laisser les autres communiquer pour cette franc-maçonnerie française que nous aimons tous et qui aurait des choses à dire et surtout des choses qui pourraient être mises en place pour préserver en tout cas l'honneur. Alors, j'aime bien que pour beaucoup l'honneur c'est un mot vain qui représente plus grand chose, mais l'honneur de la maçonnerie française, des frères et des sœurs qui tous les jours à 99,99% travaillent avec l'amour du prochain, l'amour comment dirais-je, d'améliorer l'humanité, de faire des choses pour ses semblables. C'est ça aussi la fraternité. On parle de ça, mais on aurait pu parler de la fondation. La GLAF, par exemple, pour la citer, a une très belle fondation qui fait des choses intéressantes. C'était peut-être aussi le moment de communiquer sur ce que l'on fait envers l'enfance déshérités, envers ceux qui ont besoin de la franc-maçonnerie, des dons des frères et des sœurs pour agir mieux dans le monde. Voilà peut-être une piste peut-être à suivre. Et puis moi, je pense qu'il faudrait essayer pourquoi pas faire une charte d'incompatibilité stricte en disant, ben voilà, Franck l'a dit un peu sur le mode cash, hein, c'est-à-dire oui, je rentre en franc-maçonnerie, je promets de pas tuer mon prochain. Oui, d'accord, mais peut-être que l'on peut tourner ça avec des mots, parce que on fait signer des règles en 12 points, on fait signer des tas de papiers, mais finalement les papiers essentiels, qui est ce respect de soi-même et ce respect des autres, finalement on a tendance un petit peu à l'oublier. Puis il faudrait sans doute un dispositif d'alerte immédiat. Moi, j'étais dans une obédience où il y avait une loge de mains chaudes. Voilà, les mains chaudes, c'était des médiums. Alors, ça a fait, à un moment donné, il y a eu des courants, les médiums, ils vont modifier. Moi, j'ai jamais vu un médium me dire qu'il allait y avoir la Seconde Guerre mondiale, la Covid, la guerre d'Indochine, l'Algérie, la guerre de sécession, j'en parle même pas pour nos amis américains. Mais j'ai jamais vu un médium dire la vérité. Alors, je me trompe peut-être, hein. On a tous peut-être en nous des pouvoirs médiumniques, mais
enfin, chez moi, je les ai pas encore découverts, même si des fois, je m'adonne à la radiesthésie. Enfin, il y a des choses à faire. Il y a peut-être des dispositifs à mettre en place pour surveiller des loges, non pas dissidentes, mais des loges un petit peu particulières qui se réunissent à l'écart. Moi, je connaissais une loge qui ne se réunissait pas dans l'obédience, mais qui, par exemple, avant la tenue, notamment d'installation du vénérable maître, aller à la messe. Est-ce que c'est normal dans une obédience qui dit aujourd'hui pas de religion, pas de politique, comment dirais-je, instaurer des moments de silence et des moments de prière avant, après la tenue, des choses comme ça. Donc il y a peut-être des loges plus simplement à surveiller plus que d'autres. Et puis il y a une formation obligatoire à l'éthique de l'appartenance et une déclaration annuelle peut-être de conflits d'intérêts. Il y a peut-être des conflits d'intérêts à mettre en place en fonction de certaines professions. Moi, je connais des obédiences où on y rentre beaucoup pour faire des affaires. Et je m'étonne que des frères à 45 ans, 60 ans, aient reçu la lumière divine au fond d'eux-mêmes alors qu'ils sont gérants ou chefs d'entreprise. Je m'étonnerais toujours, mais bon, après, on va rentrer dans de la médisance. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a sûrement des choses à faire et surtout des choses à dire parce que c'est le moment avant que la sphère complotiste s'empare du phénomène Athanor. Ouais, je pense que tu as très bien dit. Puis en fait, c'est ça, je m'attendais de Franck qui nous dise, mais tu vois, Franck a juste dit de l'humour, mais merci Lionel de ta sagesse. Non, mais sérieusement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est super important, ça, au moins de s'asseoir puis de réfléchir là-dessus. Là, mes frères, on arrive pas mal à la fin de l'émission. On est au moment où que je distribue la parole pour le mot de la fin. Pour toi, Lionel, je sais que tu as écrit un nouvel ouvrage qui s'appelle, Antimaçonnisme, une fabrique du soupçon, l'art d'y répondre. Comme mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ce nouvel ouvrage, en fait, que tu as fait? Alors, moi, je m'intéresse à l'antimaçonnisme depuis fort longtemps déjà. Pour ne rien cacher, alors c'est pas révéler un scoop que de dire à nos téléspectateurs, c'est que j'ai été victime moi d'antimaçonnisme à la fois et au travail et puis aussi dans le monde du syndicalisme puisque j'ai été secrétaire général de la Fédération française des travailleurs chrétiens, la section agriculture, et j'ai été dénoncé à la direction générale comme un affreux franc-maçon. Donc je sais ce que c'est que de l'antimaçonnisme. Alors c'est pas ça qui m'a motivé, c'est plutôt que la franc-maçonnerie, dès qu'elle est arrivée, par exemple, si on prend le cas des constitutions dites d'Anderson de 1723 qui ont été publiées en septembre de la même année, dès le mois de février, dans la presse londonienne, il y avait des pamphlets qui sortaient raillant les francs-maçons. Donc l'antimaçonnisme existe dès que la maçonnerie est arrivée. Donc cet ouvrage parle pas beaucoup d'histoire. Je reconnais que nous sommes obligés quand même de donner un certain vécu de l'anti-maçonnisme à travers des bulles fulminées par les différents papes, de dresser un tableau de l'anti-maçonnisme. Aujourd'hui, beaucoup, alors catholiques, il est connu, mais évangélistes, un petit peu moins islamiques, pas tellement. Mais surtout, l'antimaçonnisme a changé de visage. Il n'a pas changé de nom, il a changé de visage, il va vite. C'est ce que j'appelle l'antimaçonnisme 4.0. Il se sert des outils numériques, des différents comptes des réseaux sociaux et il s'accélère. Et cette accélération ne va pas s'arrêter. Et le moyen d'y répondre, c'est que j'offre des outils pour décrypter tout cet antimaçonnisme et surtout comment y répondre. Et la partie des annexes est fortement intéressante parce qu'elle donne des pistes pour, à la fois, au-delà du glossaire, essayer de contrer cet antimaçonnisme, donner des éléments de réponse pour ne pas être dépourvu quand on est face à un antimaçon ou à un phénomène antimaçonnique, et puis surtout essayer de reconnaître et de savoir lire entre les lignes. Voilà pourquoi cet ouvrage me semble être relativement pédagogique, et je remercie les éditions LOL, dont Franck est le responsable, l'éditeur, pour cet ouvrage qui vient à point nommé, parce que je pense sincèrement que l'antimaçonnisme n'est pas près de s'éteindre et que nous devons tous faire corps autour des actions qui pourraient faire perdurer la maçonnerie, parce qu'on pose des fois la question, est-ce que la franc-maçonnerie sera là dans 100 ans? Bien sûr qu'elle sera là peut-être d'une façon différente, mais c'est maintenant qu'il faut agir contre tous ces courants d'antimaçonnisme politique et religieux, essentiellement. Ouais.
Mon frère, je trouve ça super intéressant comme sujet de livre. Moi, j'en ai parlé pendant des années, moi aussi, de ça. Et j'aimerais bien, en fait, je vais me le commander pour pouvoir bien le lire. Puis j'aimerais ça qu'on revienne éventuellement, peut-être, si tu veux, avec Franck, mais il n'est pas obligé de venir, mais se faire une émission sur ce sujet-là, ça serait vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, si c'est possible, je dis ça comme ça à Franck vite, vite, mais si c'est possible d'avoir de ces bouquins pour le salon maçonnique, ce serait génial. Comme ça, on pourrait l'offrir à tous nos frères et sœurs et aux profanes québécoises qui pourraient être présents le 6 juin prochain. Donc, encore une fois, Lionel, un grand merci de ta contribution aujourd'hui. C'est vraiment grandement apprécié. Puis, je devrais revenir en France là, sous peu. Là, donc, il y a des rumeurs qui disent que peut-être que je serai en France, que je serai en Europe durant la deuxième semaine de mai, parce que peut-être que j'irai au Clipsas cette année. Donc, oui, roulement de tambour, là, oui, je sais, mais donc, peut-être, là, j'irai. Donc, ça se peut je pourrais prendre du temps pour qu'on se voit. J'apprécierais bien. Donc, encore une fois, merci, mon ami, mon frère, pour ton moment avec nous. Mon frère Franck, ton mot de la fin, toi? Mon mot de la fin, c'est que l'antimaçonnisme, c'est comme quoi la maçonnerie, elle est faite de variétés et d'habits différents. C'est que je n'ai jamais été partisan de combattre l'antimaçonnisme. C'est-à-dire que si tu combats l'antimaçonnisme, tu le nourris. Je pense que la maçonnerie est une culture. C'est une culture qui repose évidemment sur tout son symbolisme, son histoire, mais surtout, c'est une culture qui forcément est tournée vers l'avant. Parce que si c'est la culture du passé pour pouvoir préserver les traditions, les rites d'antan, c'est forcément voué à la mort. La culture ne se protège pas, la culture se nourrit. C'est pas du tout, et ça c'est fondamental ça. Donc je pense qu'à partir du moment où on commence à vouloir mettre des barrières autour, ça devient un musée. Et donc si la maçonnerie s'enferme dans un musée, on va voir que même les musées, on l'a vu avec le Louvre il y a pas longtemps, il y a des cambrioleurs qui peuvent rentrer pour voler les reliques qui se trouvent à l'intérieur. Et la maçonnerie, qui est intéressante, ce n'est pas la maçonnerie des maçonnologues. On a en France quelques maçonnologues qui sont réputés et qui nous racontent ce qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Tout ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais moi, ça, c'est vraiment de la paléontologie pour moi. C'est-à-dire, c'est intéressant pour savoir ce qui s'est passé avant, tout comme j'aime savoir ce qui s'est passé dans ma famille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans mon quotidien. Qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que mes enfants, mes petits-enfants, les générations à venir vont vivre? Parce que si on commence à tout polariser sur ce qui s'est passé avant, eh bien, les enfants, qui va s'en occuper? Alors, pour s'occuper des enfants maçons, eh bien, c'est de continuer à nourrir cette culture. Et pour pouvoir combattre, si on doit combattre, c'est pas d'être contre, c'est de travailler pour. Et moi, la meilleure phrase, c'est Mère Teresa. Un jour, on lui dit, Mère Teresa, est-ce que vous voulez venir défiler contre la guerre? Et elle a dit, certainement pas. Vous viendrez me chercher quand vous défilerez pour la paix. Et elle ne voulait pas nourrir le contre, parce que si tu es contre, t'es dans la guerre, t'es exactement comme ceux que tu combats. Et moi, je pense que la maçonnerie, si on veut la nourrir, et ça, c'est un message qu'on peut peut-être envoyer à nos grandes maisons maçonniques, c'est pas forcément d'aller sur les plateaux pour expliquer pourquoi, pour retourner le petit bâton de merde qui se passe là, parce que c'est rien du tout, c'est une anecdote d'avoir 3 cellules qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie, 3 petites cellules qui ont mal viré et qui sont en train de déclencher un cancer. Tu fais pas une chimiothérapie générale avec 200 séances de radiothérapie. Tu éradiques les 3 petites cellules, tu les vires, et toi, tu te tournes vers la bonne santé. Et la bonne santé, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on vit pour continuer à se porter bien. Donc, moi, vraiment, mon message, c'est un message de lumière, c'est un message d'espoir, c'est ce qui est arrivé là. Eh ben, écoute, c'est arrivé, on va pas dire que c'est pas vrai. On le dit, oui, c'est arrivé, mais ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Et nous, on va vous parler de maçonnerie. Donc là, je te dis ça après avoir passé 1 heure à parler d'antimaçonnisme et de meurtrier, mais très concrètement, c'est de continuer à parler de maçonnerie et de tout le bien que ça nous fait. Voilà mon message et mon mot de la fin. Parfait. Mais merci encore une fois, Franck.
J'ai hâte de te voir encore une fois au mois de juin au Non, Québec. au mois de mai, apparemment. Ouais, mais pas au Québec, ça va être en France. Au mois de mai, en France, Oui, hein. oui. Il faut que je fasse au moins un stop là, pour dire un coucou. Là. Donc, bien sûr, on va se voir très bientôt. Puis, tu es toujours le bienvenu. Puis on fera une autre émission ensemble. C'est toujours bien populaire quand tu es présent. Je crois que ça va être encore plus populaire avec Lionel en plus en trio. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, de vous avoir avec nous. Moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même. Je répète toujours la même chose. Si vous aimez nos émissions, faites des likes. Ça fonctionne tout le temps. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité d'un peu partout à travers le net. Merci à notre commanditaire premium, donc planchergoyette.ca. Ils sont au Québec, bien évidemment. Ils sont spécialisés, comme je disais, en plancher industriel. Ils font des gymnases, c'est le fun. Donc, puis ils font un peu de résidentiel. Puis vous direz bonjour à Eugène de notre part. Donc, planchergoyette.ca. On a nos membres Patreon, donc patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits, le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Le forfait à 33 $, si vous le prenez ce mois-ci, vous allez décider des prochains livres que notre frère Franck va publier. Donc, c'est très simple. Si vous prenez ce forfait-là, ça vaut la peine. Donc, vous irez voir ça. Patreon.com/sous le bandeau. Notre site web, souslebandeau.ca. On a notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Et notre page YouTube, donc youtube.com/sous le bandeau. Continue à grandir. On a à peu près, je pense qu'on est rendu tout près de 35 000 abonnés stables sur la page. Plus à peu près 450 000 vues par année donc, sur nos émissions. C'est quand même assez important. Donc, venez nous encourager, ça nous fait toujours super plaisir. Et là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis à un prochain épisode. Ciao, ciao! À bientôt. Merci. Au revoir.